Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour InnoLife, ici MangaTD pour Warball Productions et bienvenue sur ce tutoriel sur 7-zip pour Windows. Alors déjà, qu'est-ce que c'est 7-zip et aussi qu'est-ce que c'est avant tout le format 7Z. Donc le format 7Z, c'est un format de compression et de décompression. Ça permet en fait de créer un fichier plus petit que l'original et de rassembler plusieurs fichiers en un seul, tout en les compressant donc. Ce qui permet de faciliter leur transfert. Par exemple, si vous voulez envoyer un fichier en pièce jointe par email ou n'importe quoi d'autre qui permet de stocker les fichiers. À une époque, c'était aussi pratique pour archiver plus de fichiers au programme, y compris des jeux sur des disquettes. Et donc, 7-zip, c'est un logiciel, donc une interface graphique pour Windows qui permet de lire des fichiers compressés, de les compresser, de les décompresser, voilà. Non seulement en format 7Z, donc, c'est pour ça que j'en parle, mais pas que le format 7Z, mais aussi d'autres formats de compression, y compris donc des formats très célèbres comme le zip ou le rar. Donc, pour commencer, on va vraiment commencer depuis le début, c'est-à-dire qu'on va le télécharger et l'installer. Donc, pour ça, c'est parti. On va commencer par ouvrir notre navigateur. Et on va aller sur le site 7zip.fr, 7-zip.fr. Je mettrai le lien dans la description. Voilà, et là on arrive donc ici. Vous voyez, il y a 4-5 versions de 7zip à télécharger. Alors, ce que vous voyez en fait déjà ici, c'est le 19.0.0, c'est la dernière version stable. Alors que ici, c'est une alpha, donc en cours de développement. Du coup, il peut y avoir des bugs. Ce qui fait que moi, je conseille plutôt de télécharger la dernière version stable, qui est donc la 19.0.0 au moment où j'enregistre cette vidéo. Ensuite, vous voyez, il y a encore deux versions. Il y a une version 32 bits et une version 64 bits. Pour savoir si votre OS est en 64 bits, vous pouvez donc par exemple ouvrir l'explorateur Windows. Donc par exemple via la corbeille, parce que c'est un peu con. Il n'y a même plus le petit dossier jaune là, c'est n'importe quoi. Vous allez ensuite dans ce PC. Là, vous faites un clic droit, propriété. Et là vous voyez la version Windows, donc on sait que c'est un Windows 10. Et surtout, c'est ça qui nous intéresse ici, type de système, système d'exploitation 64 bits, processeur x64. Du coup, moi je peux prendre la version 64 bits, à savoir donc celle-ci. Voilà. Sinon, alors ici on voit aussi une version pour Windows ARM 64. Donc si je me trompe pas, c'est pour des architectures de tablettes. Hein. Voilà, le Windows pour les tablettes. Si jamais vous avez ce Windows là pour processeur ARM, si vous savez que vous avez ça, vous devez donc prendre cette version là logiquement. Donc vous l'enregistrez où vous voulez. Hein. Enfin, si votre navigateur n'est pas configuré d'ailleurs, hein, ça se met directement dans les dossiers téléchargement. Voilà, moi je vais mettre ça ici, on va faire enregistrer. Hop, ça s'affiche, on va ouvrir le dossier, voilà. Enfin, ou alors on pouvait aussi directement cliquer sur le texte, ça aurait lancé direct l'installateur, enfin l'installeur. On va pouvoir lancer d'ailleurs. Oui, bon voilà, exécuter, tout ça. Voilà, on a une demande d'autorisation de Windows, on accepte évidemment, sinon on pourra tout simplement pas installer le programme. Donc voilà, là l'installation elle est hyper simple. Hein, vous pouvez laisser le chemin par défaut, ou alors si vous voulez vous en choisir un autre. Voilà, vous naviguez ici si vous avez par exemple un autre disque dur. Ou même, voilà, vous pouvez très bien par exemple changer la lettre ici directement, changer tout chemin directement comme ça en tapant. Et bon, là on va laisser par défaut. Voilà, vous voyez en plus c'est très rapide. Faut dire que c'est un tout petit programme. Vous voyez le setup là il fait 1 méga 4, 1 méga 5. 1,37 ici, donc bref.
Alors du coup, est-ce qu'on a notre... Non, on n'a pas de raccourci sur le bureau. Bon, c'est un peu dommage à la limite. Mais après, vous allez voir que de toute façon, 7Z, c'est pas tant un programme qu'on va lancer directement en lui-même. Mais bref, en toute façon, il est là. Allez hop. Nous voici devant cette interface. Mais avant de vraiment vous parler de l'interface, je vais plutôt on va configurer le logiciel. Ce sera un peu plus sympa à utiliser après. Donc on va aller dans Outils, Options. Si jamais vous n'avez pas la langue française, déjà vous pouvez commencer par là. Langue, French, français, voilà. C'est traduit en, je sais plus, 60 ans, je sais plus. C'est traduit en beaucoup de langues en tout cas. Hein, comme vous pouvez le voir, donc voilà, français, c'est très bien. Et donc première chose ici, on a tous les types de fichiers que 7zip peut prendre en charge. Avec en tête de pipe évidemment le format 7Z. D'ailleurs ironiquement il est même pas pris en charge pour l'instant par 7zip. Mais justement pour ça on va cliquer sur le premier ou le deuxième plus. En fait le premier plus va faire que ce sera 7zip qui va prendre en charge tel type de fichier. Seulement pour mon utilisateur à moi, mon compte d'utilisateur. Et le deuxième plus, c'est pour tous les utilisateurs comme il est écrit ici. Mais pour ça, logiquement, il faut avoir des droits administrateurs. Là d'ailleurs, si j'essaye, peut-être que Windows va m'envoyer chier. Ah voilà, c'est ça, que c'est refusé. Bon, sinon, pour le faire avec notre propre utilisateur à nous, ben voilà, on prend le plus de gauche. Vous pouvez très bien, si vous voulez, prendre tout d'un coup en faisant CTRL A, voilà, et appuyer sur plus. Voilà, mais vous pouvez très bien aussi décider que par exemple, les ISO, vous ne voulez pas que ce soit 7zip qui le prend en charge. Par exemple, vous préféreriez que ce soit un logiciel comme Diamond Tool qui permet de créer des lecteurs CD virtuels pour monter des ISO dessus, si vous connaissez. Donc là vous pouvez recliquer sur le plus pour désactiver, voilà. Puis voilà, donc après là vous configurez un peu comme vous voulez. Vous pouvez très bien ne prendre que les formats que vous connaissez à la place, hein. Par exemple le 7Z, le zip, le rare, pour prendre les trois stars on va dire. Dans le monde de Linux, il y a aussi certains autres formats, par exemple le tar, là, tout ce qui est bzip, ce genre de trucs. Ensuite, l'onglet 7zip. Donc là, où nous avons intégré 7zip au menu contextuel. Voilà, en fait, il parle de ça, le menu contextuel, c'est-à-dire le fait que si on appuie sur un clic droit, on a un menu déroulant 7zip avec des options pour compresser notre fichier. Donc je vous conseille de le laisser activer parce que ça permettra d'accéder rapidement au truc pour zipper et dézipper, voilà. De toute façon, je crois que c'est même pas forcément possible de le désactiver en vrai. Enfin, parce que là c'est pareil, ça fait accès refusé, donc voilà, ça fait accès refusé pour les deux, donc bizarrement le fait de désactiver ça demande des droits administrateurs, vraisemblablement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Menu contextuel en cascade, alors ça je préfère le laisser activé, parce que sinon, regardez en fait, ça met les options directement ici, et disons que quand on a pas mal de programmes installés, certains programmes vous le savez qui mettent d'autres trucs là sur le menu contextuel, donc c'est quand même mieux de faire un peu de rangement comme ça, voilà, histoire d'avoir une catégorie 7zip. Ça fait quand même un peu plus propre. Qui sont là d'autres icônes dans le menu contextuel, ça aussi je conseille de l'activer, parce que je comprends pas pourquoi c'est pas activé par défaut en fait. Regardez, ça affiche des icônes, voilà. Bon, c'est toujours la même, donc ça aurait été plus rigolo à la limite si chaque option avait une icône différente, histoire qu'on voit l'option que l'on veut prendre rien qu'avec l'icône, ça aurait été intéressant, mais bon. Et voilà, c'est pas terrible, je trouve, d'avoir ici un espace vide sans icône qui pourrait pourtant être un repère visuel.
D'ailleurs, ils vont corriger ça dans Windows 11. Hein. Il y a des icônes qui apparaissent dans la nouvelle version du menu. Donc ça c'est sympa. Quoi d'autre? Voilà, bah c'est bon. Hein. Enfin, après, là, vous pouvez choisir quels choix vont apparaître justement dans le menu contextuel en question. Voilà, par exemple, vous pouvez très bien dire de compresser telle archive et d'envoyer par courriel. Voilà, de toute façon, ça va pas marcher, il n'y a aucun client mail d'installer. Mais dans l'idée, hein, ça zip le fichier et il ne va pas le garder dans un coin sur le disque dur. Ça va ouvrir votre client mail et ça va ajouter l'archive en pièce jointe tout simplement. Et donc si vous voulez pas de ça, bah, vous pouvez très bien par exemple le désactiver, voilà. Par courriel, voilà, on va tout désactiver. Et ça peut être intéressant parce que du coup on a un menu un peu plus léger, il n'y a plus que l'essentiel qui traîne sur le truc. Ça permet de vous débarrasser visuellement de trucs dont vous ne vous servez pas, donc c'est pas plus mal. On a aussi, voilà, cette option là, élimine la duplication du répertoire racine. Alors, le mieux c'est que je vous montre, parce que pour expliquer, sinon ça va être casse-pied. On va ouvrir cette archive ici. En fait, vous voyez, cette archive, ce nom de fichier, a le même nom que le dossier qui est en racine ici. Si je désactive cette option, voilà, on va faire OK. Et on va faire un clic droit, cette zip, et faire ceci. Voilà ce qui se passe. Je vais dans ce dossier là. Je dis de extraire dans un dossier qui porte le nom de l'archive. Voilà, et du coup, comme il y a un dossier avec le nom de la racine, donc bah, il y a un deuxième dossier qui porte le même nom. Donc on se retrouve bêtement avec deux dossiers identiques. Il faut aller dans un dossier supplémentaire pour retrouver notre contenu. C'est assez bête, on est d'accord. C'est pour ça que cette option existe. On va la réactiver. Ok. On va faire exactement la même chose maintenant. On va extraire vers un nouveau dossier. Et cette fois, je pense que vous avez compris. Voilà, on n'a pas de deuxième dossier intermédiaire. On se retrouve direct avec notre contenu. CRC, SHA, j'en reparlerai après. Dans les dossiers, bon ça, il n'y a pas forcément besoin d'y toucher. Ça permet, quand il crée une archive, il va dans un premier temps mettre ça dans un dossier temporaire du système si je dis ça justement, avant de finaliser l'archive et donc de la placer, enfin par exemple ici quoi. La seule raison de changer cette option, de mettre dossier courant ou carrément de spécifier un autre dossier temporaire, ce serait si jamais votre partition sur laquelle est installé Windows serait pleine. Voilà, parce que du coup il a besoin de ça pour le dossier de travail pour créer l'archive. Si jamais c'est plein, il peut pas créer l'archive. Donc éditeur, bon c'est pas... ouais. Normalement, même quand on touche à rien, il va ouvrir les programmes, le programme par défaut attribué à chaque fichier. Par exemple, pour les fichiers texte, il devrait directement ouvrir le bloc-notes. Donc a priori, il n'y a pas besoin de aller là-dedans et de sélectionner le bloc-notes. Après, si jamais vous voulez que ça s'ouvre dans un autre programme et que ça ne le fait pas direct, même si vous auriez sélectionné par exemple Notepad++ pour le programme par défaut et que ça ouvre le bloc-notes, voilà, vous pouvez très bien forcer ça comme ça. J'ai pris l'exemple des fichiers texte, à la limite c'est pas forcément clair parce que voir éditeur d'accord, mais ça veut dire c'est le même programme pour littéralement tout type de fichier ou parce que là c'est pas clair. Et diff, honnêtement je sais même pas ce que c'est, il n'y a pas forcément lieu de toucher à ça non plus. Paramètres. Tous les paramètres ici seront des paramètres esthétiques, en tout cas pour la plupart de ces paramètres là. Voilà, je vais me placer sur un dossier quelconque. Et donc si on affiche ceci, ça permet en fait d'afficher ces deux petits points. Ces deux petits points en fait permettent de remonter au dossier précédent. Donc là du coup on remonte à la racine du disque C. Voilà.
Et là on devrait remonter au poste de travail. Enfin, ouais voilà, le truc ordinateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Afficher les icônes réelles du fichier. Alors je suis même pas sûr que ça marche correctement parce que ça affiche déjà les icônes réelles du fichier pour le coup. Donc c'est bizarre, on dirait une vieille option d'une vieille version qu'ils ont oublié d'enlever, je comprends pas. Sélectionner toute la ligne, bon ça c'est pareil, c'est vraiment purement visuel. Quand c'est désactivé, vous voyez, ça sélectionne que ça. Et quand c'est activé, voilà, je l'active. Et du coup ça laisse, bah voilà, ça sélectionne toute la ligne. Bon, voilà, pas très important. Afficher la grille. Bon, voilà, pareil, c'est... Ah, ça s'affiche pas là? Ah oui, il faut faire OK bizarrement. Bon, bref. Ça se voit pas forcément selon l'écran que vous avez. Si vous, par exemple, typiquement, vous avez un mauvais écran plat, faut bien être en face. Mais bref, vous avez une grille qui s'affiche effectivement. Avec des traits vraiment dans un gris très clair, c'est pour ça qu'on les voit mal. Simple clic pour ouvrir un item, ça c'est clair. Sélection alternative, alors ça j'ai juste pas compris. Je saurais pas vous expliquer, ça fait même plus que ça faisait tout à l'heure, donc bref. Afficher le menu système. Ah oui, en fait c'est ça, système, voilà, et ça ouvre vraiment ce qu'il y a quand on fait un clic droit dans l'explorateur Windows. Et utiliser des grosses pages mémoire, alors je me suis jamais préoccupé de ça, mais ça devrait pas poser problème de le laisser désactiver au pire. Bon, je vais vous parler maintenant des boutons du haut. Ajouter, ça c'est pour créer une archive avec ce qui est couramment sélectionné. Donc, bon là je suis dans une archive déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre ici dans ce dossier avec quelques fichiers exemples pour ce tuto. Voilà. Et donc si je décide de faire ajouter, alors voilà, déjà il nous dit qu'il faut sélectionner un ou plusieurs fichiers, bah c'est ce qu'on va faire. On peut prendre des dossiers évidemment. Donc par exemple, hein, on peut faire glisser avec la souris, bien sûr. On peut prendre le premier, s'arrêter où on veut, faire Shift et clic gauche, voilà par exemple. Et donc si on fait ajouter, on va se retrouver devant cette fenêtre. Mais je préfère y revenir plus tard parce que, encore une fois, cette zip, il y a des chances que vous allez plus souvent l'utiliser en fait directement dans l'explorateur Windows via des clics droits ici. Extraire, ça c'est, voilà, tout bêtement extraire le contenu d'un zip. On peut reprendre celui-là, faire extraire. Voilà, et là d'ailleurs on a le choix de dézipper dans un dossier, un nouveau dossier ou pas. En fait si on désactive ça, d'ailleurs est-ce qu'on aura le dossier de départ ou pas? C'est ce qu'on va voir. Ouais, donc là on a quand même le dossier vu qu'il y a ça dans la racine du zip. Hein. Donc c'est normal, mais voilà quoi. Après les autres options, il n'y a pas trop à s'occuper. Le but c'est pas tant de faire un tuto avancé, c'est plutôt de faire les bases, mais avec quand même un ou deux petits trucs en plus, voilà. Si l'archive est protégée par un mot de passe, on peut le taper ici, évidemment. Tester, c'est voilà, pour tester si une archive fonctionne correctement, si elle n'est pas endommagée. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Copier et déplacer, c'est faire exactement ce que l'on fait dans l'explorateur Windows quand on copie et qu'on déplace un fichier. Pareil avec supprimer, donc voilà, je vais pas passer 2 heures là-dessus. Et aussi information. Voilà, donc ça c'est tout bêtement la fenêtre propriété Windows classique. Voilà, ça affiche les propriétés du fichier, hein, tout bêtement. Hein. À part quelques petits trucs où on se demande des fois un peu ce que c'est. C'est assez simple, hein, mais voilà, il y a des trucs justement, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper pour une utilisation assez normale et courante de cette zip. Donc, bon. Et donc, comme je le disais, vous risquez de beaucoup vous servir de cette zip en réalité à coup de clic droit dans l'explorateur Windows. Donc, c'est ce qu'on va voir ici. Hein. On va prendre tout ça, on va faire un clic droit. Voilà, cette zip, ajouter à l'archive. Alors on peut faire ça très rapidement, du coup, en prenant tuto.cz, tuto.zip, ça fait ça en un clic. Vous aurez votre archive
avec tout le contenu que vous avez sélectionné dedans. Mais ça peut être intéressant en réalité d'aller voir là-dedans. Parce que déjà vous pouvez choisir le nom de votre archive. Là, il a pris le nom du dossier dans lequel on était, mais vous pouvez très bien le changer. Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'options, mais là c'est pareil, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de tout ce bazar. Simplement, on va quand même parler du format de l'archive. Donc par défaut, c'est le 7Z qui est proposé. Il y a beaucoup de gens qui conseillent de ne pas utiliser 7Z et de prendre zip, parce que on serait pas sûr que les personnes qui vont ensuite réceptionner le fichier puissent lire le 7Z. Il y a 10-15 ans, à la limite, peut-être. Mais aujourd'hui, je pense pas que ça pose problème, honnêtement. Le 7Z, on peut l'ouvrir également avec WinRAR, donc un concurrent payant de 7zip. Le 7Z est quand même devenu un format bien plus courant qu'il ne l'était il y a 15 ans par exemple. Ça c'est des formats plus spécifiques, ça je connais même pas, j'ai jamais vu de ma vie. Et ça c'est plutôt utilisé dans le monde de Linux. Et en fait il se trouve que le 7Z par rapport au zip a un gros avantage, c'est tout simplement qu'il compresse plus les fichiers, ce qui veut dire qu'au final, à l'arrivée, votre fichier compressé là, il va être plus petit que si vous l'aviez compressé en zip. Niveau de compression, bah allons-y, hein. Voilà, foutons ça en max. Alors sachez que effectivement, plus on va mettre ça au maximum, et plus la compression sera longue. Voilà, c'est pour ça que en haut on a le plus rapide. La méthode de compression, bah vous laissez telle quelle, voilà, c'est très bien comme ça. Ensuite on a taille du dictionnaire et taille des mots. Ça, pareil, vous n'aurez pas forcément besoin d'y toucher, mais sachez quand même une chose, c'est que là par exemple c'est réglé à 64 mégas et 64. Or, si votre archive fait plus de 64 mégas, en gros si la taille du dictionnaire et des mots est plus petite que la taille des fichiers de base de l'archive, ça se peut que votre archive à l'arrivée pèse plus lourd si vous mettez une taille de dictionnaire trop petit. Donc à la limite, hein, si vous voyez que vous compressez des fichiers un peu gros, augmentez la taille du dictionnaire. Ou, autre option, il y a les paramètres ici. Alors j'en connais qu'un seul, il s'appelle QS. Alors bon, je sais pas pourquoi QS, mais à la limite on s'en fiche. En fait ça permet d'augmenter le taux de compression. Mais cependant ça n'a l'air de faire effet que si justement la taille du dictionnaire, et que celle du dictionnaire je crois et pas celle des mots, est trop basse par rapport à la taille totale des fichiers compressés. C'est donc un paramètre qu'on peut très bien laisser dans la case au cas où. Voilà. Vous laissez ça, sachant que si vous faites une nouvelle compression, le truc restera. Taille de bloc solide, vous laissez. Nombre de traits, bah, vous laissez au maximum de ce qui est écrit ici. Alors ça aussi, ça peut être intéressant selon les cas. Donc vous pouvez diviser votre archive en fait en plusieurs archives. On peut faire un essai, on va faire notre archive, ok. Voilà, là je viens de créer une archive de 24,2 mégaoctets. Bon, là c'est pas beaucoup, mais imaginez, c'est trop. Et que par exemple, si vous vouliez envoyer votre archive dans un espace de stockage qui aurait une limite maxi de 10 mégaoctets. Bon, évidemment, dans la réalité, c'est très petit, c'est pour l'exemple. Et ben dans ce cas-là, vous vous dites vous pouvez pas envoyer votre archive de 20 mégas là, je sais pas combien, 24 mégas. Et ben dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper ça en plusieurs archives de 10 mégaoctets. On va l'appeler tuto 10M. Voilà. Pour 10 mégas. On va faire OK. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, il a créé 3 fichiers. Enfin, il a découpé ça en 10 mégas maximum. Et donc le total de ces 3 fichiers fait bel et bien 24 mégas 2, tout comme l'archive originale. Et d'ailleurs, pour décompresser ce genre d'archives séparées en morceaux, c'est exactement pareil que si c'était en un seul morceau.
En fait, vous n'avez pas besoin de dézipper tous les morceaux. Vous prenez le premier, voilà, celui qui n'a pas de chiffre au bout là. On va faire, voilà, le clic droit c'est zip. Et bon, on va dire qu'on va dézipper ça dans un nouveau dossier qui s'appelle tuto 10 mégas pour pas tout mélanger. Voilà. Et ben, on retrouve tous nos fichiers. Parce qu'il a séparé, enfin il a extrait les différentes parties là, les unes après les autres, tout seul comme un grand. Alors là, il y a plusieurs tailles proposées comme ça par défaut, mais en réalité, sachez que vous pouvez très bien mettre la taille que vous voulez. Vous pourriez très bien, je sais pas si c'est proposé la taille d'une disquette, vraisemblablement non. En méga, c'était 1 méga 38. Vous pourriez très bien faire des archives séparées en 1 méga si vous vouliez. Ce serait très casse-pied, mais bref. Mais genre 1 méga 38. Normalement, on va voir si ça marche comme ça. On va voir si c'est des mégaoctets. Taille de volume incorrecte. MO, je peux dire MO? Non? Ah, bon, malheureusement, vous pouvez pas l'écrire comme ça, mais voilà. On va faire 1 méga tout court, du coup. Vous voyez, là, il est en train de créer plein de petits fichiers, évidemment. Et effectivement, il a créé, je ne sais pas combien de fichiers, là. C'est découpé en 25 parties. Et le total, voilà, toujours 24 mégas 2, comme l'archive originale, pareil, évidemment. Bon là, il y a des modes de mise à jour. C'est plutôt quand on veut éditer une archive, parce que une fois que notre archive elle est créée, elle n'est pas gravée dans le marbre. Hein. Vous pouvez très bien ajouter des fichiers après. Alors il y a ça aussi, créer une archive SFX. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Hop, je clique dessus et comme vous pouvez le voir, ça a transformé notre 7Z en exe. Alors ce sera toujours du 7Z. Hein. Je sais même pas si on pourrait le faire avec... non, on peut pas le faire avec du zip ça. Le SFX est vraiment pour le format 7Z. Donc nous voilà avec notre exécutable. Et en fait, ça ouvre un petit extracteur. Et dans l'idée, ça permet à littéralement n'importe qui de décompresser votre archive, même si la personne n'a pas de logiciel pour lire les fichiers 7Z. Elle n'a pas 7zip, elle n'a rien du tout, pas de WinZip, pas WinRAR. Bah, du coup, vous pouvez distribuer ça sous la forme d'un programme. Et là, il demande où on veut décompresser l'archive. Donc attention, par défaut, il prend toujours le dossier courant. Donc si vous voulez que ça dézippe ailleurs, en fait justement quand vous recevez ce genre de truc, bah, je vous conseille toujours de mettre ça dans un nouveau dossier, enfin de décompresser ça dans un nouveau dossier, parce que dans l'absolu, vous ne savez jamais comment c'est à l'intérieur. Vous ne savez pas s'il y a un dossier avec le contenu dedans. Vous ne savez pas s'il y aura 100 fichiers qui vont débouler les uns à la suite des autres dans votre dossier. Et donc pour être sûr de ne pas mettre votre dossier courant en bazar, voilà, vous pouvez par exemple faire ça. Créer un nouveau dossier. On va mettre ça SFX, vu que c'est l'archive dite SFX. Alors je sais pas pourquoi SFX, mais bon, peu importe. Ah, ça n'a pas bien marché cette histoire, mais de toute façon, sinon vous pouvez aussi faire comme ça. Extract. Alors par contre, l'inconvénient de ces trucs, c'est que ça reste en anglais, mais bon. Et effectivement, ça va décompresser toutes nos données dans l'archive, quoi. Voilà. Au passage, hein, sachez que quand je dis que ça compresse les fichiers, ça compresse pas tous les fichiers de la même manière. En fait, ça dépend des fichiers. Là, vous voyez, il y en a de différents types. Typiquement, on a du Wave et du MP3. Le MP3, c'est un format qui, de base, est compressé. Du coup, si on compresse un MP3, on n'aura pas une grosse différence entre l'original et le fichier compressé. Regardez, je compresse ça en 7Z, en ultra en plus, hein, donc la meilleure compression possible. Hop. Bon, on n'a pas gagné grand chose. Limite, on a gagné quand même un peu plus que ce que j'imaginais.
1,48, 1,52. Par contre, les waves, alors ça dépend, les waves ça veut pas dire grand chose parce que c'est un conteneur, donc il peut y avoir plusieurs codecs dedans. Mais on va prendre, il y en a un qui est étrangement gros. Il y a lui qui est étrangement gros alors que tout ce qu'il fait en termes de son c'est ça. Voilà. C'est juste ça quoi. Je sais pas pourquoi le fichier est aussi gros. Paraît-il qu'il y a pas mal de pistes audio mais bref. Donc ça c'est sûrement du PCM, le codec audio, et ça c'est un truc qui compresse soit pas du tout soit peu. Mais on va le compresser. Voilà. Là, déjà ça prend du temps pour pas grand chose. Et on passe de 12 mégas 9 à 4 mégas 92. Ce qui reste assez beaucoup pour un truc, un son qui dure une seconde, mais bref. Donc, mais c'est pour dire que, voilà, selon les types de fichiers, et surtout les trucs qui de base ne sont pas compressés, eh ben, c'est vraiment là que on va gagner de la place. C'est là que la compression sera vraiment efficace. Voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre d'intéressant? Le chiffrement. Donc vous pouvez tout simplement protéger votre archive par un mot de passe. Là je vais mettre un truc bidon. Voilà, que vous pouvez d'ailleurs afficher. Voilà, j'ai mis caca. Mais évidemment, un bon mot de passe, vous le savez sûrement déjà, normalement c'est un mot de passe qui est assez long. Selon les sites, ils peuvent demander genre 6-8 caractères minimum pour vous donner une idée de ce que c'est qu'un mot de passe un minimum long, avec des chiffres, des lettres majuscules, minuscules, enfin voilà. Ça c'est un vrai mot de passe en théorie. Enfin c'est un mot de passe fiable. Vous pouvez aussi chiffrer les noms de fichiers, voilà, si vous voulez. Si maintenant j'ouvre tuto, voilà, ou même si je choisis directement de l'extraire, dans tous les cas, ça va faire ça. Il me demandera d'entrer le mot de passe. Voilà, caca. Et voilà, ça ouvre l'archive. J'ai accès à mes données. Donc voilà, si vous avez des données sensibles à transférer par email ou autre, ça peut être sympa. Alors sinon, comme je le disais tout à l'heure, une archive, elle n'est pas gravée dans le marbre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien supprimer des données. Par exemple, voilà, je veux plus du dossier Worms. Eh bien, je peux tout simplement, voilà, on peut cliquer sur supprimer là, en appuyant sur supr évidemment. Il y a une demande de confirmation, on fait OK, voilà, ça disparaît petit à petit. Je crois qu'on peut renommer des fichiers. Voilà, renommer. Hein. Voilà, j'ai renommé mon fichier AN, il s'appelle ANIAN maintenant. Un moyen assez simple d'ajouter des fichiers ou des dossiers, évidemment, c'est par le glisser-déposer, tout bêtement. Enfin, en fait, ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Je peux très bien décompresser et compresser via le glisser-déposer. Alors, je vous montre ça. Voilà, du coup, pour l'exemple, on va remettre le dossier Worms ici. Hop, je fais juste un glisser-déposer, c'est-à-dire je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris, je glisse ici. Voilà, il nous demande si on veut ajouter les éléments, oui. Et bien entendu, quand il ajoute, il compresse. Et donc pareil dans l'autre sens, hein. On va prendre toujours le même exemple. Hop, je n'ai plus de dossier Worms ici. Voilà, alors bien sûr je peux l'extraire de manière classique, mais je peux tout simplement faire ça. Voilà, et ça le décompresse ici. Le glisser-déposer, je trouve ça sympa, particulièrement pour éditer une archive déjà existante. Voilà. Sinon, une dernière fonctionnalité que j'aimerais vous montrer avec cette Z, c'est qu'il a une fonctionnalité qu'on peut voir par exemple ici, voilà, ici, là, de vérification de ce qu'on appelle la somme de contrôle. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, en fait, ça peut servir à savoir si un fichier est complet ou s'il est endommagé. Quand on télécharge un fichier, en fait, par exemple une distribution Linux, le site peut indiquer une suite de caractères.
Donc c'est ce qu'on appelle la somme de contrôle, donc selon l'une de ces méthodes qui est affichée ici. Normalement il y en a d'autres, hein. Il y a aussi le MD5, mais qui n'est pas présenté ici, qui n'est pas pris en charge. Et voilà, ça existe. Et donc si la somme de contrôle indiquée sur le site est exactement identique à celle du fichier téléchargé sur notre disque dur, alors le fichier il est bon. Sinon c'est qu'il est endommagé et il risque de ne pas fonctionner correctement. Et si ça arrive, alors il y a peut-être eu un problème lors du téléchargement du fichier et donc le mieux dans ce cas là c'est de retélécharger le fichier. Voilà, pour prendre l'exemple avec ce fichier MP3, ça marche avec n'importe quel fichier en fait, hein. Si je veux par exemple celui-là, CRC32, je clique et j'ai son code là, sa somme de contrôle en CRC32. À noter que ça marche avec plusieurs fichiers. Et aussi, si je fais la petite étoile qui est là en bas, et ça va m'indiquer la somme de tous les trucs en même temps. Voilà, je les aurai tous d'un coup. Toutes les techniques d'un coup. Encore que là, c'est pas clair. C'est pas très clair quand on fait plusieurs fichiers, mais attendez. Si j'en prends un seul, je fais ça, la petite étoile. Bon, là c'est beaucoup plus clair, vous voyez, il m'indique le CRC 32, 64, SHA 256 et compagnie. Bref, il y a tout le monde. Il y en a même un en plus, j'ai l'impression. Oui, c'est rigolo. Voilà, il y en a même un qui est pas dans la liste, mais il est là. Bon, voilà, le petit extra, le petit bonus, ça fait plaisir. Donc si vous voulez avoir toutes les méthodes d'un coup, c'est possible. Bon voilà, je n'ai plus rien à vous dire sur ce logiciel. Donc effectivement il y a des petits trucs où je sais pas ce que c'est, mais c'est pas bien grave. Encore une fois, pour une utilisation courante de ce logiciel, je pense qu'il n'y a pas besoin de savoir un peu tous les petits trucs bizarres. Si d'ailleurs je peux faire une petite critique à ce niveau là, c'est que en termes d'interface de logiciel, bon, c'est un logiciel libre, alors c'est bien, ça veut dire que tout le monde peut voir le code source pour peu qu'ils s'y connaissent en programmation. En plus de ça, il est gratuit, littéralement pour tout le monde, que vous soyez un particulier, une entreprise, une association, il n'y a aucune limitation, vous pouvez y aller pour l'utiliser, il n'y a pas de souci. Ce que je voulais dire par là, du fait que c'est un logiciel libre, ça se voit en termes d'interface de conception. Les libris en fait, on dirait qu'ils font des trucs uniquement pour les limites pour les développeurs, en tout cas ceux qui sont des gros habitués de l'informatique et ne soignent pas assez leur interface, et du coup on se retrouve souvent avec des trucs soit qui paraissent un peu vieillots, soit qui ont des fonctionnalités assez avancées qui sont mises à disposition direct. Il faudrait peut-être un mode facile, un mode avancé, je pense, dans le futur, ce serait pas mal, histoire de ne pas se retrouver avec trop d'options, de machin, là, notamment et surtout quand dans la fenêtre de compression du fichier, c'est assez bordélique honnêtement. J'ai pas fait le comparatif spécialement avec d'autres logiciels, mais par exemple sur WinRAR, on n'a pas tout ce bazar qu'on compresse un fichier. Je pense que qu'il est plus simple à utiliser finalement. Mais c'est pas non plus très grave dans le cas présent, parce qu'au pire, ces différentes options bizarres que vous ne comprenez pas, vous pouvez juste les ignorer et faire la base, on va dire, quoi. Ce sera bien suffisant et puis c'est tout. Il n'y aura pas plus de questions forcément à se poser que ça. C'est pour ça qu'il y a des trucs que j'ai ignorés. Je vous ai juste partagé comme ça 2-3 petites astuces qui pourraient être intéressantes. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Cordialement.